Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire, la troisième édition Santé mentale et RH. Bienvenue Jérémy. Merci Noémie, bonjour. Bonjour. Je fais les derniers réglages. Hop, parfait. Je suis ravie de t'accueillir dans ce format sur cette édition aujourd'hui et de Ouais, pouvoir merci, parler merci de avec toi d'un m'inviter. sujet passionnant qui est celui des soft skills. Et encore plus passionnant de la santé mentale. De joindre les deux aujourd'hui, effectivement. Je vais te laisser te présenter peut-être, même si on sait ce que tu peux faire. C'est toujours un plaisir que tu réexpliques les différents domaines et ce que tu as pu faire. Quel est ton parcours aussi voilà, pour en arriver là aujourd'hui. Je te laisse la parole, Jérémy. Merci Noémie. Rapidement, donc moi je suis, j'ai aujourd'hui, on va dire, trois casquettes. Je suis entrepreneur dans la tech RH depuis une grosse dizaine d'années. Ça veut dire que je développe des entreprises qui proposent des solutions dans le recrutement, par exemple, sur les sujets de la mobilité interne. Et plus récemment, l'année dernière, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Tomorrow Theory, qui est un studio d'innovation RH. Et donc, on aide les entreprises à repenser la manière dont on innove dans les ressources humaines en conscience et en responsabilité. Donc, deux mots qui me tiennent très, très à cœur. Et à côté de ça, je suis chercheur en psychologie sociale à l'Université Paris-Cité et professeur à Sciences Po. Plein de casquettes. C'est très intéressant d'avoir ta vision aujourd'hui sur ce sujet-là, toi qui es expert voilà, véritablement sur la thématique. C'est un sujet qui est quand même d'actualité dans le monde professionnel que l'on connaît aujourd'hui, en constante évolution, avec des changements rapides dans les technologies. Tu parles beaucoup du métavers aussi, donc peut-être qu'on fera le lien avec, dans les stratégies qui peuvent être mises en place entre ces nouvelles technologies, les nouvelles manières de travailler, les compétences requises. C'est dans ce contexte que les soft skills sont devenus de plus en plus importantes pour la réussite et l'épanouissement de tous. Moi, j'aime bien parler, quand je parle en entreprise, du dirigeant au salarié, que tout le monde soit concerné par le sujet. Et puis, parallèlement, effectivement, comme on le disait, la santé mentale au travail, c'est aussi devenu un enjeu majeur pour les entreprises. Donc, on fait ce lien aujourd'hui. Ça s'inscrit dans une conjoncture qui explore le lien justement entre cette notion de soft skills et de prévention en santé mentale. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous fournir des conseils, des outils pour les ressources humaines, tout ce qui est de l'ordre des fonctions qui vont prévenir sur la santé mentale au travail, mais également pour tous les collaborateurs que ça peut intéresser. Est-ce que, Jérémy, tu as la possibilité de partager le support? Puisque moi, je ne peux pas le faire. Peut-être qu'il faut que je te donne l'accès, non? Alors, j'essaye, et je te dis si ça marche. J'en Donc, profite. note, calendrier, tableau blanc. Je ne suis pas sûr de ce que je vais partager. On va regarder. Annuler, tac, tac, tac. J'en profite pour envoyer Non, un là, lien. j'arrive pas à partager pour l'instant. Ok. C'est pas grave, on fait sans support. Ok, ça marche. Avec plaisir. De toute façon, c'était vraiment les titres clés. Et puis, vu que tu m'avais dit que tu aimais bien en plus faire son support, c'est un très bon exercice. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est justement d'avoir plusieurs thématiques. L'idée, c'était de sensibiliser à l'importance des soft skills dans le monde professionnel actuel. On avait aussi, avec Jérémy, l'envie de montrer et de démontrer comment ces soft skills peuvent contribuer à la prévention en santé mentale, vous fournir des choses concrètes, des méthodes, des outils. Ça me semble important que vous partiez de cette heure d'échange avec des choses concrètes à mettre en place dans votre organisation. Et puis, c'est aussi l'occasion d'ouvrir un espace de dialogue sur le sujet et de partager tous, autant qu'on est ici, des bonnes pratiques et nos expériences. Je ne me suis pas présentée moi-même, donc je vais le faire rapidement. Je suis Noémie Guérin, j'ai fondé un cabinet qui s'appelle Santé du dirigeant
qui a pour ADN de regarder le sujet de la prévention en santé mentale, tant du côté des salariés que du côté du dirigeant, avec une conviction profonde qui est lorsque nos managers, lorsque les fonctions dirigeantes ont véritablement conscience, et ça fait écho à ce que Jérémy a pu dire en introduction, de l'intérêt de mettre en place une culture de la santé mentale positive dans leur organisation, c'est bien plus incarné dans le reste de l'organisation et de la structure. Voilà, j'interviens sous forme d'audits, d'ateliers, de conférences, de formations, voilà, selon les besoins de chaque structure pour venir sensibiliser sur ces sujets. On peut commencer peut-être, Jérémy, par poser une première question qui est les soft skills, c'est quoi? De quoi on parle quand on parle de soft skills? Oui, bien sûr. Alors, avant de commencer, pour le confort de tout le monde, je demanderai, s'il vous plaît, aux personnes qui ne s'expriment pas de couper leur micro pour le moment, parce que je suis sûr que les sonneries de téléphone sont passionnantes, mais on ne veut pas forcément les entendre. Donc, Merci pour ce petit point, tu as raison. Qui peuvent couper un peu dans la concentration et dans le discours, tout à fait. Donc, quand on parle des soft skills, il faut savoir qu'il n'y a pas de vérité absolue, hein. Déjà, on utilise un terme anglais pour en parler en France et on y met beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Si on doit résumer un peu le sujet, on peut dire que c'est l'ensemble des capacités qui permettent de réfléchir et d'interagir de manière adaptée dans un nouveau contexte. Donc, pourquoi de réfléchir et d'interagir? C'est vraiment les deux mots qu'il faut retenir, parce que souvent, en fait, on a trop souvent tendance, quand on parle des soft skills, à penser au sujet de l'intelligence émotionnelle et de la manière dont on interagit avec les autres, et on y met un peu que ça, alors que ça va beaucoup plus loin que ça. Si on prend l'exemple de la créativité ou de l'esprit critique, ou même de la pensée systémique, la capacité à faire des liens, tout ça, ce n'est pas lié à nos interactions humaines, et pourtant, ce sont aussi des soft skills. Donc, dans les soft skills, on a bien les interactions, mais on a aussi tout ce qui va toucher à la réflexion. Ok, très bien. Aujourd'hui, c'est quoi le lien qu'on peut avoir justement entre ces différentes compétences et le travail? Parce que les soft skills, c'est pas que à l'intérieur du travail, ça peut aussi être des choses que l'on développe, comme tu le dis, en dehors des qualités interpersonnelles. Donc, en quoi c'est très utile dans le cadre professionnel? Alors là où tu as raison, c'est que c'est utile partout, et de manière générale, en vrai, on les a plus développés en dehors du travail que dedans. Donc, en revanche, dans un monde où de plus en plus, on a des tâches qui sont des tâches routinières, qui sont petit à petit remplacées par des automates, par des machines, les tâches qui restent sont les tâches qui sont moins routinières. Routinières, ça veut dire qu'on les fait toujours de la même manière. Et donc, les tâches moins routinières, c'est celles qu'on fait un peu différemment. Et ça veut dire, typiquement, celles pour lesquelles on n'a pas de recette toute faite. Donc, ça veut dire les tâches pour lesquelles il faut savoir s'adapter sur le moment. Et donc, typiquement, beaucoup de tâches humaines sont comme ça. Quand on est dans la relation humaine, il n'y a pas de méthode toute faite. Si on n'est pas capable d'entendre et comprendre la personne en face, très vite, ça peut mal se passer. Donc, Oui. on a beaucoup de sujets comme ça, mais on a aussi des problèmes complexes où il faut arriver à être créatif dans le travail pour pouvoir arriver à trouver des solutions originales et qui permettent de résoudre ce qu'on a à résoudre. Et donc, de plus en plus dans le travail, on va aller vers ça, vers des situations qu'on ne connaît pas. Et en fait, si on ne se met pas dans une posture d'adaptabilité, d'agilité, c'est là qu'on risque de générer beaucoup de stress. C'est les soft skills qui vont nous permettre de nous différencier des technologies qui peuvent voir le jour et qui nous permettent, sur des tâches qui peuvent être automatisées, de mobiliser ces technologies-là. J'en suis convaincu, oui. C'est ce qui nous différenciera de la machine. Pendant quelques décennies. Pendant quelques décennies. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors ça, c'est une question. Est-ce qu'à un moment donné, les intelligences artificielles qui peuvent voir le jour, alors on peut parler voilà, d'OpenAI, on peut parler de ChatGPT, d'autres choses, voilà, du métavers, de tout ça. Est-ce qu'à un moment donné, ces technologies ont la capacité de développer des soft skills? Alors, en fait, je pense qu'elles n'auront pas la capacité de développer des soft skills authentiques comme celles que l'humain peut avoir, puisqu'une machine n'a pas d'émotion. En revanche, elles pourront donner complètement cette impression et cette illusion. Autrement dit, elles feront le Elles job. vont simuler. Des intelligences artificielles qui commencent à se développer pour faire des interactions humaines avec des personnes âgées. Donc, on en trouve beaucoup au Japon, par exemple, et le niveau des IA actuels permet de donner des
des résultats qui font que les gens s'attachent en fait à ces machines parce que les réponses sont satisfaisantes et tout va bien. Et on a l'impression vraiment que ces machines ont de l'empathie et tout, alors que non, elles savent reproduire ce qui donne l'impression que ça marche. Donc, à la fin de la journée, ce qui comptera, c'est ce que les gens ressentent et pensent. Oui. Donc, je pense que les IA seront capables de simuler les soft skills de manière à ce que les gens y croient. Mais attention, quand je dis y croient, il n'y a pas d'intention malveillante des machines. C'est pas de manipulation, mais c'est de Ah, non, créer voilà. voilà, un discours reproduit qui va satisfaire la personne qui peut y faire face. C'est ça. Dans ton ouvrage, le défi des soft skills que je me présenterai après, toi, tu vas mettre en avant certaines soft skills. On entend, il y a plusieurs écoles hein, sur le sujet, il y a plusieurs classifications. Toi, tu en as gardé 10, c'est ça, dans celle que tu présentes? Ouais, alors en fait, on a fait un peu un modèle en tiroir. C'est-à-dire Mhm. qu'on a 10 grandes catégories de soft skills. Et dans ces soft skills, après, on a des capacités qui sont, à mon avis, le niveau auquel il faut travailler. Par exemple, en Mhm. formation, hein, tout ça. Donc, si je prends un exemple, la communication, c'est une catégorie de soft skills. Mais en vrai, on ne Mhm. développe pas la communication directement. On va développer l'écoute active et on va développer l'expression orale. Donc, c'est en Ah oui. développant notamment ces deux capacités qu'on va apprendre à mieux communiquer. Mais communiquer, ça va dans les deux sens. Il faut déjà savoir écouter, puis ensuite savoir s'exprimer. Donc, les Ok. catégories, elles servent un peu à identifier de quoi on parle. Et les capacités, là, pour les praticiens, c'est vraiment le niveau où on peut travailler. Ok. Toi, tu as noté, donc tu citais la communication, il y avait aussi le travail d'équipe, l'intelligence émotionnelle, la créativité, Non, la non, je ne parle pas gestion. d'intelligence émotionnelle. Non, pas l'intelligence émotionnelle. Et alors, pourquoi tu ne parles pas d'intelligence émotionnelle? Parce qu'en fait, tout ce qu'il y a dans l'intelligence émotionnelle, je suis grand fan et je pense que ça trouve sa place dans des modèles de soft skills. En revanche, quand on parle d'intelligence émotionnelle, c'est un peu comme un package tout fait. C'est un Mhm. paquet qui est tout bien préparé, qui correspond aux travaux de Daniel Goleman dans les années 90. Et c'est le sujet de l'intelligence émotionnelle. Et la manière dont il est structuré, je ne suis pas d'accord avec, parce que Daniel Goleman a structuré l'intelligence émotionnelle en opposition au QI. Et donc, Ok. ça veut dire que le sujet, la manière dont il est structuré, même si tout est vrai dedans, le package qu'il en a fait, c'est un package qui est biaisé avec la pensée du XXe siècle. Et donc, il faut prendre tout ce qu'il y a dans ce package et le mettre dans des modèles plus actuels. Ok. Classer peut-être les notions d'intelligence émotionnelle justement dans d'autres catégories de soft skills. Et d'ailleurs, la communication, le travail d'équipe, la créativité, tout ça va nourrir aussi d'une certaine manière l'intelligence émotionnelle. Bah, c'est ça. En fait, il y a deux choses qui sont importantes à comprendre, et notamment en psychologie. C'est que le cerveau, il n'a pas d'un côté les émotions et de l'autre côté le reste. C'est tout ça, ça se mélange en vrai. Et on a Mhm. trois choses qui se mélangent quand on va créer de la compétence, quand on va aller faire quelque chose. On a d'un côté les émotions, on a d'un autre côté ce qu'on appelle la cognition, c'est-à-dire notre capacité à réfléchir et la sollicitation de tout ce qu'on a appris. Et d'un autre côté, ce qu'on appelle la conation, c'est en gros la personnalité, les valeurs. C'est par exemple sur un même sujet, parfois on ne sera pas d'accord juste parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Eh ben ça Mhm. fait partie aussi du raisonnement, ça vient entrer dans notre raisonnement. Et donc, en fait, les trois, ils se mélangent toujours ensemble. Et l'intelligence émotionnelle, elle va avoir tendance à dire qu'il y en a un qui pèse plus que les autres, alors qu'en vrai, ça dépend complètement des personnes, ça dépend complètement du sujet et du contexte. Oui, du contexte, ça peut changer d'un contexte à l'autre et d'un sujet à l'autre. On ne va pas mobiliser les mêmes choses. Oui. Ça a un impact, c'est ce qu'on se disait, les soft skills sur le travail. C'est quoi l'impact que peuvent avoir les soft skills sur le travail? On va parler d'employabilité. Ça, c'était une notion qui est Ouais, pas mal alors abordée. idéalement, oui. Idéalement, oui. Ouais, tu vois, je suis un peu pointilleux. C'est parce qu'en fait, quand on C'est dit pour ça que je viens chercher sur ce sujet-là en premier. parce qu'en fait, quand on dit l'employabilité aujourd'hui, normalement, c'est ce qui nous permet d'être employable, donc de trouver un emploi. Et en vrai, aujourd'hui, ce qui nous permet de trouver un emploi, c'est d'avoir un bon CV. C'est pas nos soft skills. Parce que les recruteurs savent pas vraiment bien identifier les soft skills. Donc, quand on a fait HEC ou Polytechnique, on est bien plus employable qu'à la personne qui n'a aucun diplôme, mais qui a toutes les soft skills du monde. En revanche, les soft skills, elles permettent, moi, ce que j'appelle la travaillabilité. C'est le fait qu'une fois qu'on a décroché l'emploi, bah, c'est bien beau d'avoir décroché le CDI, mais il faut bosser. Et je pense qu'avec beaucoup de soft skills, on est capable de mieux faire le travail, d'avoir des meilleures relations au quotidien, des relations plus fluides, plus apaisées, et on est capable de mieux s'adapter en diminuant son niveau de stress.
Et donc, tout ça, je pense que ça nous rend en fait plus efficaces. Mais l'employabilité, elle, ça reste en fait répondre au code des recruteurs en vrai. Aujourd'hui, si on Mm. veut sortir du monde des bisounours, effectivement, quand on va chercher un emploi, effectivement, on va remplir un CV, voire même une lettre de motivation, et c'est ça qui va nous permettre de nous présenter. Comment on peut, quand on est justement dans les ressources humaines, aller mesurer ces soft skills aujourd'hui? Alors, c'est toute la difficulté. Je travaille beaucoup avec les professionnels des ressources humaines et il y en a plein qui aimeraient en fait recruter sur les soft skills. Mais aujourd'hui, on n'a pas de langage commun. Si deux Mhm. personnes vont parler de créativité, on ne parle pas forcément de la même chose. Quand, par exemple, il y en a, ils vont aller parler d'intelligence émotionnelle, d'autres, ils vont dire moi, je veux recruter sur la bienveillance. La bienveillance n'est pas une soft skill, c'est un trait de personnalité. Donc, on n'a pas la même compréhension du sujet. À partir de ce moment-là, c'est dur de le mesurer si on ne parle pas tous Mhm. de la même chose. Et donc, si c'est dur de le mesurer, c'est dur de l'évaluer. Et donc, ça fait aujourd'hui que les recruteurs sont un peu désarmés sur le sujet des soft skills. Et en fait, en général, ceux qui savent recruter sur les soft skills, c'est parce qu'à titre personnel, ils ont cette expérience-là. Mais Mhm. si tu mets en dessous 15 juniors qui n'ont pas cette sensibilité, ils n'ont pas de process clair pour le faire. Mhm. Oui, puis concrètement, comme on n'a pas d'outils de mesure, ça vient vraiment, pour le coup, de la sensibilité que le recruteur va pouvoir avoir avec la personne. Et comme tu le disais, du fait que peut-être qu'il y a les mêmes valeurs et le même jugement sur certaines soft skills attendues et que les personnes soient sur la même longueur d'onde, en gros. Et là, tu parles des 1% de candidats qui ont la chance d'aller à l'entretien. Oui. Parce qu'en fait, sur 200 candidatures, on va recevoir 5 à 10 candidats. Et donc, il y a tous Mhm. ceux qui n'ont pas eu la chance de montrer leurs soft skills parce qu'ils avaient que le CV à montrer. Donc, pour moi, le vrai problème, il est là aussi, c'est que la discrimination se fait beaucoup plus tôt en vrai. Donc, elle Oui. se fait avant l'entretien parce qu'une fois qu'on est face à un humain, c'est un peu plus facile de se mettre en valeur en avant. Et comment on pourrait faire aujourd'hui pour faire ressortir justement ces soft skills à l'intérieur des candidatures, peut-être en le mentionnant? Je sais que la lettre de motivation est un peu désuète aujourd'hui, mais malgré tout, ça pouvait être aussi un moyen de pouvoir en parler. Ouais, alors je pense qu'il y a plusieurs sujets aujourd'hui. On vit à une époque où quelqu'un qui est moins bon que vous, mais qui sait mieux se vendre, trouvera un boulot. Donc ça, c'est un sujet, parce que c'est ce qu'on appelle le personal branding, la capacité à se mettre en avant et à montrer ses atouts. Donc LinkedIn, par exemple, sert à ça. Sur LinkedIn, il n'y a que des rockstars. Tout le monde est une rockstar. Tout le monde a une C'est vie vrai, hein. magnifique, avec un Sur chiffre LinkedIn, on a d'affaires tous de des dingue titres qui à vont bien rallonge passer. qui font 2 kilomètres de long. Employer Branding Representative. Ouais, Et c'est vrai. donc, en fait, en vrai, on est recruteur. Donc, il y a voilà, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs comme ça. Et en fait, dans une certaine limite, il faut accepter un peu de jouer ce jeu-là. C'est-à-dire qu'il ne faut Mhm. pas aller créer un personnage qu'on n'est pas, mais il faut avoir la capacité à mettre en avant ce qui fait notre différence. Ça, c'est très, très Mhm. important. La deuxième chose, en fait, c'est dans son CV, déjà, on peut mettre en avant ses soft skills si on le fait bien. Ça ne sert à rien de mettre une liste à l'après-vert en mode mes soft skills, créativité, esprit critique, communication, collaboration, parce qu'en fait, c'est que des mots et ça ne veut rien dire pour le recruteur. Ce qui sera important, c'est d'arriver à mettre des preuves. Donc, par exemple, dans quel contexte est-ce que vous avez fait preuve de créativité? Et il faut que ça soit généralement en lien avec un projet, une activité concrète. Ça peut être au sein de votre association, ça peut être dans un emploi précédent. Mais il faut vraiment projeter le recruteur pour lui montrer le contexte que vous avez géré et qui justifie en fait cette soft skill. Pour chaque soft skill, vous mettez un ou deux exemples, vous mettez trois, quatre soft skills, il n'y a pas besoin de plus que ça. Déjà avec ça, en fait, le recruteur a plus d'éléments pour se dire effectivement, cette personne est capable de montrer qu'elle a les soft skills que je recherche. Oui, puis il y a aussi cette notion, pour le coup, c'est LinkedIn aussi qui le met en lumière, mais quand on dit qu'on a de la créativité, par exemple, ben, faire un CV créatif, ne serait-ce que par la forme, la façon dont on le présente, on en voit passer des CV, par exemple, certaines personnes qui veulent postuler chez Burger King et qui vont employer le langage, les codes qui sont propres à l'entreprise qu'ils veulent séduire et en montrant qu'ils font preuve de créativité, ne serait-ce qu'en rédigeant leur CV. Alors oui, attention après à pas tomber dans comment on dit, dans la parodie. Mhm. Et c'est important en fait de comprendre que être créatif pour avoir une idée créative pour se vendre, ça ne signifie pas qu'on est capable d'être créatif au quotidien pour des Pas projets du très tout. précis.
Mm. C'est deux choses différentes et les recruteurs le savent aujourd'hui. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans les, comment on dit, dans les caricatures. Mais toi, par exemple, Les caricatures des soft skills, ouais, la première représentation qu'on pourrait avoir, c'est ça. c'est ça. C'est ça. Toi, par exemple, je trouve que tu arrives vraiment bien à te mettre en avant. Tu as trouvé le bon positionnement, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram. Je pense que toi, tu expliques un peu comment tu fais, ça peut aider. Mais alors, moi, je le fais avec un peu mes tripes, hein, si jamais je dois parler vulgairement, c'est-à-dire que je le fais comme ça me vient et avec de l'authenticité, en fait. Donc, c'est vrai que ça fonctionne bien quand c'est pas joué et que tu le fais avec l'instinct que tu peux avoir à un instant T. Puis, il y a aussi autre chose, je pense, qui est intéressant dans ça, c'est que je m'autorise de faire des choses qui fonctionnent pas. C'est-à-dire que parfois, il y a certains formats, ça marche pas. Je me mets pas trop de pression sur ça. Et je pense que ça aussi, c'est une façon de pouvoir tester des choses et d'aller aussi connaître quelles sont tes soft skills et quelles sont celles sur lesquelles tu te sens plus à l'aise que d'autres et celles qui te restent à développer. Quelles sont les soft skills dont tu parles? C'est-à-dire Les grandes catégories que tu peux mettre toi en avant, celles dont tu parles par exemple dans ton livre, je vais le montrer maintenant, hein, le défi des soft skills. Tu en as sélectionné plusieurs Ouais. que tu présentes. Ouais, bah, je Euh, ne vais pas toutes, je vais pas toutes les passer, pas toutes les passer en mhm, revue. Mais pour faire simple, on a un peu toutes celles qui vont tourner donc sur notre capacité à communiquer. Ça, c'est important, être capable de recevoir des messages et de les transmettre. Et donc, on va avoir de la communication orale, de la communication écrite aussi, qui est importante, et de plus en plus de la communication visuelle. Donc, à l'ère des emojis et des infographies, c'est aussi important d'apprendre à communiquer avec des symboles et des concepts. Et donc, mhm, d'ailleurs, je trouve que ça repense la communication de manière assez intéressante. Donc, pour moi, on a ces trois grands types de communication, un peu écrite, orale et visuelle. Et mhm. être capable de communiquer avec les bons codes, c'est une vraie capacité à sentir son audience aussi. C'est-à-dire qu'on communique auprès de jeunes, de moins jeunes, en ville, en région. On a des codes et il faut être capable de les capter. C'est ce que les Des designers. formats vidéo, des formats plutôt Ah, podcast, c'est voilà ça aussi. aussi? Bah aussi, voilà, tous les formats, tu as totalement raison. On vit à cette époque-là, hein, c'est communiquer, ça veut dire être capable de se saisir de tout ça. Après, on va avoir tout ce qui va toucher à la collaboration. Là, c'est en fait, c'est bien de communiquer, à un moment donné, c'est bien de travailler ensemble aussi sur des Mhm, objectifs communs. Et là, ça implique quoi en fait? Ben, ça implique quand même de comprendre quelle contribution on peut apporter dans un collectif. Donc pour ça, il faut se connaître. Et ça implique aussi d'encourager les personnes avec qui on travaille. Collaborer, c'est pas juste faire sa part du boulot, c'est aussi faire en sorte que les autres puissent faire la leur dans un environnement de sécurité psychologique. Ça, c'est oui. extrêmement important. Donc, comment moi, quand je travaille dans un groupe, je suis capable en fait de jouer mon rôle, de mettre tout le monde en sécurité autant que possible pour que les gens aient envie de travailler avec moi. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Non, et par contre, je trouve que c'est des soft skills dont tu parles qui fait très bien le lien avec la prévention en santé mentale, sur l'importance qu'on peut trouver dans la prévention en santé mentale sur le soutien social. Et je trouve que cette notion de collaboration avec cette notion de soutien social, où on sait aujourd'hui que dans la prévention en santé mentale, le fait comme quand tu dis, hein, travailler dans un environnement sécure, c'est ce qu'on peut transposer. Enfin, au niveau de la sécurité psychologique, c'est ce qu'on peut transposer, nous, quand on travaille sur des formations, par exemple, comme les premiers secours en santé mentale, où on va aller apprendre aux personnes à interagir avec l'autre, lui apporter son soutien. C'est un peu les phrases qui peuvent être notées derrière. Euh, Quelle phrase on va utiliser et comment on fait, comme tu le dis avec ces deux notions-là, comment je fais moi pour me sentir à l'aise et interagir avec la personne et comment je fais aussi en sorte que la personne se sente libre de pouvoir s'exprimer et communiquer et parler de ce que la personne peut rencontrer. Donc, c'est vraiment les deux facettes. Moi, quelle posture je peux apporter et comment je favorise la posture de la personne en face de moi. Et ce que tu as dit une chose qui me paraît aussi hyper importante, effectivement, c'est pas seulement mettre les autres en sécurité, mais aussi, c'est aussi arriver à exprimer de manière extrêmement simple, fluide et humble ses besoins pour se sentir soi-même en sécurité. C'est que à faire comprendre au groupe, en fait, ce qui fait que nous, on se sent en sécurité ou pas. Et donc, l'expression de ces besoins, c'est un principe de base de la communication non violente,
Mais je pense en fait que c'est aujourd'hui aussi ce qui manque le plus dans les groupes de travail. C'est la chose qui n'est pratiquement jamais faite. C'est le fait d'arriver à s'exprimer et à exprimer ce dont on a besoin, ça, c'est ce qui est le plus compliqué. Quand on commence un projet ensemble, c'est commencer ce projet par dire: «Ben, voilà, en fait, oui, il y a le projet en lui-même, mais d'un point de vue humain, l'aventure humaine qu'on va mener ensemble, pour bien la vivre, moi, j'ai besoin de ça, ça, ça». Et Mmh. et en fait, ça, c'est des choses, quand on a un médiateur ou un coach dans l'équipe, ça se passe bien, mais quand on n'a pas de profil coach, en général, c'est pas fait du tout et on va directement attaquer le sujet. C'est un peu comme quand on débute une formation et qu'au début de la formation, on fait poser à chacun les besoins, les attentes pour que tout le monde, déjà pour pouvoir se les dire, soi-même à haute voix, se dire, ben voilà, de cette formation, qu'est-ce que j'attends, de quoi j'ai besoin, puis aussi aller chercher quel est l'environnement de travail dont on va, l'environnement aussi, dont on va avoir besoin, même voilà, extérieur, pour pouvoir apprendre dans les meilleures conditions. Ben, là, par exemple, tu vois, c'est une étape, intéressante de dire, qu'est-ce que tu attends de ce projet, de cette formation? Mais même là, je trouve qu'on va pas encore assez loin dans l'expression des besoins parce que ce serait Mhm. plutôt, dire, de quoi as-tu besoin pour que en fait, pour te sentir bien dans cette formation? Pendant le temps de cette Mhm. formation, qu'est-ce qu'il te faut pour que tu te sentes bien? En tant que formateur, Mhm. quelle doit être ma posture pour toi te mettre à l'aise? Et ça, en fait, c'est des choses souvent, c'est un peu implicite, donc on n'en parle pas trop, Ou alors c'est qu'en survolé. Ouais, alors que je pense que, si on était capable de faire ça, juste la possibilité de s'exprimer, les gens se Mhm. sentiraient déjà beaucoup plus en sécurité parce qu'ils savent qu'ils peuvent le faire. Mhm. Ok. Tu parles de l'influence aussi. Oui, C'est un oui, sujet ben, d'actualité. alors là, dans le monde dans lequel on vit, mais de manière générale, c'est OK. juste plus, visible aujourd'hui, mais c'est vrai de manière générale. Il faut savoir persuader. En fait, on peut convaincre et donc convaincre, c'est des arguments avec des preuves, de la logique et tout ça, mais persuader, ça va plus loin. Persuader, c'est faire appel, aux valeurs des gens, à leur motivation profonde, à tout ce qu'on disait tout à l'heure, la partie conation, donc tout ce qui va toucher à nos modèles de représentation. Et donc persuader, c'est aller toucher ça, et pas simplement la logique. Et aujourd'hui, c'est une vraie force d'arriver à faire ça. Parce qu'il faut le faire, en fait, de manière à ce que la personne, adhère à notre projet ou quoi, mais il faut le faire sans volonté de manipuler. Donc c'est un équilibre qui est Mmh. très, très dur à trouver, pour que ça devienne pas malveillant. Donc, Mmh. je pense que c'est une soft skill qui est très, très, très dure à maîtriser et qui part toujours du principe de vouloir du bien aux gens. Mmh. Et d'être authentique, c'est ce qu'on se disait juste avant. Peut-être que l'influence vient aussi du fait qu'on est aligné sur, ce qu'on porte comme, message et qu'on se met au service peut-être de plus grand que nous, que cette influence ne nous sert pas, que nous, personnellement, mais sert quelque chose d'un peu plus large. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je suis convaincu que, quand, on voit quelqu'un qui parle avec ses tripes, c'est-à-dire où on sent plus que le discours, on sent que ça vient. Incarné. On sent que Mmh. vraiment que ça vient des tripes, c'est incarné, exactement. Les gens le ressentent et je pense qu'inconsciemment, on perçoit ça comme une sorte de courage qu'on a envie de saluer et donc on a tout de Mmh. suite plus tendance à aller vers une personne comme ça. Oui. Oui, c'est très juste. Et à nouveau, je vais refaire le lien avec la prévention en santé mentale. On sait aujourd'hui que ça induit quoi? Ça induit le fait de se connaître. Et quand on explique cette notion de santé mentale, en expliquant que bah, la santé mentale, c'est pas la psychiatrie, c'est pas le trouble psychique. La santé mentale, c'est un terme neutre, hein. Ça fait partie de la définition de la santé. Et que justement, il y a cette possibilité de maintenir un bien-être psychologique, émotionnel, quand on arrive à tenir cet équilibre entre les ressources qu'on peut avoir et les obstacles. Et dans les ressources, il y a cette notion de bien se connaître. Dans la prévention en santé mentale, il y a cette notion de savoir comment on fonctionne, de connaître nos forces, nos limites, les choses sur lesquelles on peut avoir de la résistance, les choses dans lesquelles on est dans le confort. Et je trouve que ça fait ce lien aussi avec cette notion d'influence, parce que quand tu as trouvé ça, ce qui te permet justement de maintenir cet équilibre et de mieux te connaître, l'influence, tu vas la développer peut-être de manière naturelle. Et puis de manière plus ciblée, c'est-à-dire qu'on saura aussi, je pense qu'on sentira plus facilement où mettre l'énergie. Moi, je résume vraiment tout ça à une question d'énergie et je pense que le sujet de la santé mentale, c'est aussi le sujet d'une dispersion non nécessaire, parfois de l'énergie, mais qu'on n'arrive pas à cibler, à canaliser. Oui, oui, et ou non nécessaire de certaines énergies, voire une énergie trop
fortes canalisées sur une facette bien particulière qui après nous use peut-être aussi. Ouais, ouais, mais c'est vraiment ce sujet, en fait, de se faire, de perdre le contrôle de la manière dont comment notre énergie sort. Ça, exactement. D'ailleurs, tu parles plus largement d'une notion qui fait appel aux notions qu'on vient d'évoquer là, c'est le développement de soi. Alors, c'est un sujet que je trouve, en fait, c'est assez typiquement français la manière dont ces concepts ont évolué, hein. En France, il y a eu un gros engouement pour l'intelligence émotionnelle dans les années 90 et ça a fortement développé toutes les pratiques du coaching. Mais, Mhm. donc ça, c'est une très bonne chose parce qu'on en a besoin à l'échelle de toute la société. En revanche, ça a créé un espèce d'effet un petit peu pervers qui est que le monde du développement personnel est devenu une bulle à Oui. part qu'on n'a pas trop fait entrer dans les pratiques des entreprises parce que c'était, ouais, c'est les trucs de développement personnel. Alors qu'en vrai, il y a pas de différence entre le sujet des soft skills et le sujet du développement personnel. Ce qu'on va développer en vrai, ce sont des soft skills, mais des soft skills liés beaucoup à la connaissance de soi. Donc, sur toute la partie développement personnel. Et donc, dans la connaissance de soi, il y a le sujet de comment est-ce que je suis capable de me voir tel que je suis. Souvent, c'est un truc qui est très dur à faire. Comment est-ce que je suis capable en fait de m'améliorer moi-même par rapport à des objectifs que je me fixe et pas ceux dont je pense que la société attend de moi. Ça aussi, c'est des sujets importants. Donc, c'est toujours en fait être son propre repère pour pouvoir en fait prendre ses propres décisions en conscience et en responsabilité. Et le vrai développement personnel, il va là. Et quand on arrive à le cibler, à le faire rentrer dans le monde de l'entreprise, ça prend un peu plus de sens parce que sinon, le développement personnel tel qu'il est fait nous invite toujours à nous éloigner de cette espèce de chaos qu'est l'entreprise qui, de toute façon, va nous vider de notre énergie. Oui. Oui, et puis il n'y a pas de différence entre le développement personnel et le développement professionnel, si on regarde véritablement, en fait. C'est un Il ne développement devrait de pas y en soi. avoir. C'est un Mhm. problème aujourd'hui qu'on fasse cette. En fait, c'est comme si on obligeait les gens à être deux personnes. Et c'est un peu pareil pour l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Alors, je pense là, c'est un peu différent. Je pense qu'il s'est déplacé. C'est en vrai, on parle de vie perso, vie pro, mais en fait, ça va plus loin que ça. C'est qu'on a la vie pro, la vie perso, la vie intime. Et Mhm. en fait, aujourd'hui, la vie perso, ça n'existe plus. La vie perso et la vie pro sont confondues avec les réseaux sociaux. Ce qui doit Mhm. nous rester, c'est la vie intime, c'est-à-dire vraiment tout ce qui reste dans notre cercle proche, dans notre intimité. Et ça, en fait, je pense que c'est une bulle à protéger absolument, sinon on ne peut pas se sentir, on ne peut pas avoir d'endroit où se ressourcer. C'est les temps de ressourcement dont on parle tant Oui. à différents niveaux hein, et parfaitement intégrés dans notre sujet du jour. Ces temps de ressourcement qui vont nous permettre, quand tu parlais d'énergie, d'aller ouvrir cet espace de disponibilité en soi, cet espace qui va nous permettre aussi de nous ressourcer exactement pour pouvoir repartir sur d'autres activités en étant justement aligné et ouvert à tout ce qui peut se présenter. Voilà. Et en fait, en France, on a une vision assez tabou de l'intimité, tout ça. Et en fait, moi, je repositionne vraiment le sujet de l'intimité sur le sujet de l'énergie. L'intimité, c'est l'endroit où on se ressource. C'est l'endroit, en fait, qui n'appartient qu'à nous, parce que s'il est pollué avec l'extérieur, ça marche plus. Tout à fait. Et ça, c'est important. Et c'est important pour le coup d'avoir cette notion de développement de soi et de se connaître pour savoir quels sont les temps de ressourcement qui nous conviennent à nous et pas ceux qui nous sont dictés par la société. Les temps, les lieux, les personnes, c'est Exactement. le contexte, en fait. Moi, je parle de contexte de ressourcement. Est-ce que selon toi, il y a une hiérarchie de développement de soft skills? Alors, non, pas dans l'absolu. Pourquoi? Parce chaque personne est différente. Et donc, c'est-à-dire qu'on part tous chacun avec des forces. On a tous naturellement certaines soft skills qui sont plus développées que d'autres. C'est comme ça. Ça va dépendre de notre personnalité, de notre éducation, ça va dépendre de notre vécu. Et donc, on part pas tous avec les mêmes soft skills fortes, et c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a des combinaisons qui vont marcher. Je pense que, par exemple, que la plus utile à développer dans un monde complexe comme aujourd'hui, c'est la capacité de pensée systémique. Donc, je donne 3 exemples extrêmement simples de ce sujet-là. Dans une ville, par exemple, on voit bien que quand un feu passe au rouge, un autre passe au vert. Donc, on voit bien que c'est lié tout ça. Et ben, c'est lié à l'échelle de la ville. Et ça, par exemple, c'est un système. C'est le système des feux de circulation. Comprendre la logique de ce système
Ça fait partie de la capacité de pensée systémique. Dans la nature, dans une forêt, par exemple, tout coexiste. Les arbres, les plantes, les animaux, tout ça, ça forme un écosystème. Et un écosystème naturel, c'est un système. Et donc, pour arriver à le décrypter, il nous faut la capacité de pensée systémique. Pour comprendre pourquoi il y a des -40, -60 au Kansas, au Texas, alors qu'on est en pleine période de réchauffement climatique, il faut faire preuve de pensée systémique pour comprendre comment, par un monde qui se réchauffe, on a des températures très froides. Donc, c'est pour éviter en fait de tomber dans tous les pièges complotistes, fake news, machin. On a besoin aujourd'hui de la capacité de pensée systémique parce que ça nous permet de développer plus facilement l'esprit critique, d'être plus facilement créatif parce qu'on comprend les liens plus facilement. Et globalement, en fait, ça nous pousse à beaucoup plus d'humilité parce qu'on se rend compte à quel point tout est lié. C'est aussi comprendre le fait qu'il faut avoir de l'ouverture d'esprit, qu'on peut avoir des convictions sans être complètement borné et fermé à entendre d'autres choses. Ça me semble même fondamental dans tout ce qui se passe aujourd'hui, cette notion-là. Ça nous fait vraiment comprendre la capacité de pensée systémique, que nos vérités sont en fait limitées par l'étendue qu'on connaît du système. Mm. C'est apprendre à accepter qu'on ne sait rien. Ou enfin pas non, parce que je pense que c'est important pour l'estime de soi, se dire qu'on sait des choses, mais Mm. c'est apprendre à accepter en fait que, la vérité qu'on a se limite à notre système de À pensée et notre réalité. à notre réalité à nous et que cette réalité-là n'est pas la réalité. Non, c'est intéressant cette notion-là parce que ça ouvre aussi sur la notion de s'ouvrir à discuter avec des personnes qui n'ont Ne pas pense pas forcément comme la nous. même façon. Oui, ne Oui, pense pas comme nous, c'est ça ne et on pense dit pas. plus assez. Et je trouve qu'aujourd'hui, le monde peut facilement nous faire interagir et on est plus confort quand on parle avec quelqu'un qui pense comme nous. On se dit, ah super, c'est génial, il y a un feeling avec cette personne, voilà, on interagit, on pense pareil. Et très souvent, quand même, dans ces formats-là, même sur les réseaux, on se regroupe en se félicitant, en se nourrissant de personnes voilà, qui vont être dans la même façon de voir les choses, dans la même vérité, dans la même réalité. Et c'est intéressant de se dire, peut-être sortir de cette zone de confort, justement, et aller chercher d'autres réalités qui ne sont pas les nôtres pour s'ouvrir, pour comprendre qu'il y a peut-être d'autres formats de réalité et de pensée. Et je suis complètement d'accord avec toi et la manière dont j'ai réussi à le faire, c'est un espèce de jeu de vase communicant. Parce qu'en Mhm. fait, en vrai, quand on sort de sa zone de confort et qu'on va parler avec des personnes dont on sait qu'elles ne seront pas d'accord avec nous, et donc on sait qu'il va y avoir une approche à minima de débat et peut-être de conflit, heu, Mhm. on sait que ça va nous pomper de l'énergie. Et on vit dans Mhm. un monde où on a quand même, dans un monde qui nous pompe déjà beaucoup d'énergie et donc on n'aura pas forcément l'énergie enfin, on n'a pas l'effort de se dire: «Allez hop, ouais, je vais aller me faire pomper de l'énergie gratuitement». Donc Ouais. en fait, le jeu de vase communicant que je fais, c'est, de préparer ces moments, de prévoir ces moments. Parce que je sais en fait que si je reste dans mes idées, je vais devenir très vite un désolé pour, le gros mot, je vais devenir très vite un gros connard. Donc du coup, Et en puis fait arrêter d'évoluer. et puis Mhm. voilà, arrêter d'évoluer et dans le monde dans lequel on est, c'est pas possible. Et Mhm. donc, en fait, pour garder ce truc-là et puis garder cette approche aussi qui est importante sur le fait de se dire: «Bah, ce que je sais, c'est que ma réalité à moi». Je prévois des moments où je me ressource spécifiquement pour pouvoir avoir après des moments où je vais user mon énergie sur des sujets Pour comme faire ça. ça. Pour me Donc développer. Oui, oui, je c'est ce que je dis le vase communicant. ne pas toujours se confronter, effectivement, parce que sinon on en sort vidé Mmh. énergétiquement aussi. Et effectivement, arriver à jouer avec les deux. Je trouve que c'est intéressant dans ta façon de présenter les choses par rapport à ça, avec le sujet du métavers qui est aussi controversé, où tu invites à s'y plonger, justement, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, pour essayer de voir comment on va pouvoir évoluer avec le sujet. Oui, parce que, ce sujet du métavers, enfin, j'ai écrit beaucoup là-dessus, c'est: «Je ne veux pas que ça arrive», c'est: «Je suis contre», Mmh. Donc mais c'est en fait, vraiment ça, c'est sortir de sa zone de confort, aller s'immerger dans quelque chose avec lequel on n'est pas forcément en accord, et pourtant, parce qu'en fait, plus on creuse et plus on sait en fait que ça va arriver. C'est comme ça, mhm, en fait, quand on regarde l'état des technologies, l'état de la recherche, ce qui se fait depuis 20 ans, la manière dont les infrastructures évoluent, on sait qu'on y va tout droit. Donc on peut se dire: «J'en ai pas envie» et c'est vrai, on n'en a mhm. pas envie.
mais la réalité, c'est que ça va arriver. Donc, comment on fait en fait pour s'impliquer dans le sujet et se dire, bon, bah, quitte à ce que ça arrive, autant que ça ressemble un peu à ce dont j'ai envie. Mhm. Et Oui, pas juste un truc que je vais encore subir et qui va encore me pomper de l'énergie vitale. comment on fait pour être actif sur le sujet? C'est bien parce que ça nous a fait faire le lien sur ce qu'on s'était dit, sur comment dans le contexte actuel, on peut se lier à tout ça. Donc ça me paraît important. Il nous reste quelques minutes puisque j'aimerais laisser du temps pour les questions-réponses. Je voulais aussi évoquer avec toi sur... alors, on a parlé de la notion d'évaluer les soft skills et on a déjà répondu en partie à cette question en disant bah, c'est compliqué de les évaluer. Il y a aussi l'évaluation personnelle. Si quelqu'un se pose la question en se disant, OK, c'est bien ce sujet des soft skills, mais moi, comment je m'y prends? Par quoi je commence? Si jamais je veux regarder là où j'ai des points forts, là où j'ai des choses à développer, qu'est-ce que tu conseilles? Moi, ce que je conseille, en fait, c'est de vraiment accepter que les soft skills, les soft skills qu'on a sont en constante évolution. On n'a pas développé une soft skill une fois pour toutes, pour toute sa vie. Si on arrête de la travailler, on la dégrade. Et donc, ça veut dire qu'en fait, suivant les mois, suivant les années de notre vie, on n'est pas la même personne en termes d'état des soft skills. Donc, faire un bilan des soft skills pour dire voilà où j'en suis, ouais, trop bien, maintenant je vais développer ça et ça, c'est pas trop comme ça que ça marche. C'est toujours par rapport à son contexte. De quoi j'ai besoin, là, dans l'année qui vient, dans les 2-3 ans qui viennent, quelle personne je dois être pour vivre en accord avec moi-même et avec mon environnement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être de se dire, OK, si je peux pas, du coup, si ça vaut pas trop le coup d'aller évaluer à l'après-vert mes soft skills de manière très formelle, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Parce qu'en fait, pour arriver à bien s'adapter, c'est important de comprendre deux choses. Comment, on se perçoit soi-même et donc faire un bon bilan de ses valeurs, de sa personnalité, de ses comportements. Donc, par exemple, je conseille un outil qui s'appelle Hogan, l'assessment Hogan, qui est pour moi le meilleur outil d'évaluation sur le marché. Ça permet de faire une image extrêmement complète. C'est vraiment l'un des plus robustes. Et de Ça sortir s'écrit comment? Je vais le mettre dans le chat en même temps. Hogan. Et ça permet de sortir des MBTI et compagnie qui sont trop en surface. Donc, l'outil Hogan, ça permet vraiment d'aller creuser en surface sur comment on a tendance à se comporter. Ça, c'est une première chose. C'est un outil payant, mais ça vaut le coup de faire un bilan Hogan. Ça peut être utilisé tant personnellement qu'au niveau de l'entreprise. Est-ce qu'une entreprise qui En souhaiterait... général, c'est les entreprises qui financent ça aux collaborateurs. OK. Ça arrive assez rarement que des personnes le fassent d'eux-mêmes. C'est à conseiller donc aux ressources humaines, Ah ben oui, mais pas en recrutement. pas en recrutement. Pas en Ouais. recrutement, vraiment en développement des collaborateurs. En Ça développement permet des de faire un collaborateurs. bilan extrêmement intéressant pour voir comment on peut travailler en fait sur l'évolution du collaborateur et pour lui permettre de mieux se connaître. Donc ça, c'est un outil extrêmement efficace. Et OK. la deuxième chose, en fait, c'est travailler en permanence sur ce qu'on attend de nous-mêmes et ce qu'on attend de l'avenir. Si on ne se projette pas, en fait, il faut savoir que quand on commence à se projeter, par exemple, Noémie, quand tu t'es dit, tiens, je vais monter la santé du dirigeant, je vais monter mon entreprise, tout ça, toi, tu as mis un effort conscient extrêmement fort. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ton inconscient a fait encore plus d'efforts pour t'aider à aller là. Mmh. Et donc, en fait, à partir du moment où on se projette, tout devient plus facile. Parce qu'en fait, c'est toute notre personne qui va aller travailler vers cet objectif. Et donc, on développe ce qu'on On veut développer pour être qui on veut être. on est à nouveau sur une notion d'énergie, en fait, hein, mettre beaucoup d'énergie sur une visualisation, ça va permettre à ce que ça se matérialise, Et que ça ça s'imprime dans la matière. aligne toutes nos énergies. Parce qu'on n'a pas une énergie, on a plein d'énergies. Mmh. Mmh. Ça, c'est vraiment très intéressant aussi. Ça peut être aussi, si on parle concrètement sur des formations, des ateliers pour améliorer les soft skills, de travailler tant sur les soft skills en elles-mêmes que sur des outils justement comme les espaces d'ouverture, les temps de ressourcement, peut-être aussi les exercices de visualisation, la performance mentale, tout ça, ça Oui. fonctionne aussi. Ah ben, voilà, exactement. Là, vraiment, si tu arrives à faire tout ça, c'est-à-dire des ateliers de co-développement, des ateliers d'expression, même d'expression corporelle. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier une chose, hein, les soft skills, c'est notre capacité à nous adapter. Mais ça implique quoi? Bah, ça implique, en fait, pour s'adapter, il faut savoir que le monde change autour de nous. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir vu, il faut avoir écouté, il faut avoir senti. C'est uniquement nos sens qui nous permettent de savoir qu'il faut nous adapter. Donc, la première chose à faire, peut-être, c'est développer nos sens. Oui, oui,
Je trouve ça très intéressant. Avec Carole Girard, on a développé une formation avec 12, où on a intégré 12 dirigeants et on est vraiment parti de ce principe-là. Sur cette formation, on fait redescendre les personnes dans leur corps. Donc ça peut être par le souffle, on les fait plonger, on les emmène dans la fosse qu'on a à Quetigny, à côté de Dijon, pour les faire plonger. Donc pas juste dire il faut respirer, mais expliquer la notion vitale du souffle, de la respiration. Alors, plonger aussi, on imagine tous les sens que ça met en exergue. On les fait cuisiner, on les fait se relaxer aussi. On leur fait faire de l'équi-coaching, de l'équithérapie, donc la communication avec l'animal. Et puis, on leur fait faire du théâtre. Enfin, voilà, cette notion de sens pour se réapproprier la matière, en fait, le corps. C'est génial. Et ça, je trouve que ça fonctionne. Alors, nous, on a un retour au bout d'un an qui est assez exceptionnel, hein, et les gens nous écrivent après en nous disant que des choses se sont passées dans leur vie. Enfin, il y a une vraie répercussion. Et je trouve ça assez fort de ramener. C'est plus simple parfois de repartir dans le corps plutôt que de donner des représentations mentales sur lesquelles on est déjà quand même pas mal sollicité. Ça paraît simple et c'est pas si facile à la fois de se réapproprier son corps. Ah bah 100%, 100% fan. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne... Et ça, ces notions-là que l'on vient d'évoquer, ça peut être autant fait sur ce format-là. Nous, on les emmène sur cette formation pendant 1 an à raison d'une journée par mois. Mais ça peut très bien être fait, comme on le disait, en liant des formations, des ateliers régulièrement en entreprise. C'est ça. C'est ça. Toi, En tu fait, peux voir quoi? Tu as quoi comme exemple de choses qui bah, sont mises en place? tout ce que tu dis là, globalement, c'est vraiment tous ces procédés-là, mais dans peu d'entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, l'accès au coaching est quand même réservé à certains profils dans l'entreprise. On n'a pas Manager, encore dirigeant. démocratisé le coaching. Pendant le Covid, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de boîtes ont donné accès à des thérapeutes, par exemple, des thérapeutes en santé mentale. Type Mocacaire, ce genre de choses, ouais. Exactement, des types Mocacaire et ce genre de plateforme, en payant les premières séances et tout ça pour les collaborateurs. Donc là, on voit, c'est un sujet assez particulier quand même parce que l'entreprise qui s'occupe de payer le psy à un collaborateur en France, avant le Covid, c'était hyper tabou. Et aujourd'hui, en fait, on comprend que globalement, si l'entreprise est quand même responsable dans une certaine mesure de l'état de la santé mentale de son collaborateur, et donc c'est sans faire d'ingérence, son rôle, en fait, de proposer une solution. Mettre le pied à l'étrier aussi, permettre à la Exactement, mettre personne le de... pied de l'étrier parce que parfois la personne, en fait, elle n'est pas forcément en conscience qu'elle a besoin de cet accompagnement et que ça peut lui bénéficier. Et donc l'entreprise, en payant les premières séances à minima, elle permet aussi en fait de faire rentrer la personne grâce au dialogue avec le thérapeute dans une démarche où la personne va comprendre que c'est dans son intérêt. Oui, tout à fait, c'est très juste. Et moi, je dis toujours, quand vous ne le faites pas par conviction, tout ça, faites-le par pragmatisme. Parce qu'aujourd'hui, prendre en charge ces séances avec Mocacaire, si on regarde pas si on n'est pas intimement convaincu que l'entreprise doit prendre en charge une partie, au-delà de l'aspect réglementaire, par pragmatisme, aujourd'hui, il vaut mieux faire ça plutôt que d'avoir quelqu'un 6 mois en arrêt maladie, en fait. Ben ouais, clairement. Financièrement, pour l'entreprise, ça coûte moins cher et puis ça a moins d'impact aussi au J'ai niveau de entendu la... le même genre de choses il y a quelques années sur le coaching, en mode, mais non, je ne vais pas leur payer des coachings parce que si le résultat du coaching, c'est qu'ils ne sont pas bien dans l'entreprise et qu'ils doivent partir, imagine. Et moi, je leur dis, bah, imagine en fait que le résultat de ne pas faire le coaching, c'est que de toute façon, ils ne soient pas bien dans l'entreprise et qu'ils restent. Oui, exactement. Oui, oui, c'est tout à fait vrai. Et puis à l'inverse, moi je dis souvent, voilà, il y a l'onboarding et l'outboarding. Et au pire, même si les personnes, vous leur avez permis d'évoluer, ça c'est une culture, je trouve, assez française parce que je trouve que dans les cultures anglo-saxonnes, on s'en fiche de faire évoluer les gens pour qu'ils restent. On fait évoluer les gens pour que les gens évoluent, enfin arrivent à éclore en fait. Peu importe après s'ils restent ou s'ils partent. Je ne sais pas si ça tu le constates aussi. Bah, en Voilà, France, on a une vision assez exclusive de la relation. c'est ça. En mode, si tu me quittes, c'est pour toujours. Ou si je te forme, c'est pour que tu restes. Ouais, mais du coup, c'est un peu dans ce sens-là, en fait. Ouais. C'est un peu dans ce sens-là. Alors que dans les boîtes anglo-saxonnes, il y a ce truc de bon, bah, vas-y, tu pars, on se revoit dans 2-3 ans. C'est ça. Et en C'est fait, l'outboard. Et puis, on peut avoir une carrière multiple dans la même entreprise en étant venu, parti, revenu, reparti.
Et ça, c'est possible dans certaines entreprises françaises. Les entreprises, par exemple, comme Michelin, LVMH, c'est beaucoup le cas aussi, mais dans beaucoup d'autres entreprises, en fait, c'est très mal vu de partir. C'est une trahison. Mhm. Ah oui, c'est une trahison, ouais, il y a une question, une forte blessure. Alors qu'à tout point de vue, c'est génial. La personne va Mhm. acquérir d'autres compétences ailleurs, va s'aérer, va prendre de l'oxygène. Si elle revient, c'est que finalement, elle pense que c'est bien ici, en apportant tout ce Mhm. qu'elle a eu ailleurs. Enfin, c'est génial. Et en plus, elle a la connaissance de l'entreprise. C'est ça. Et puis, en plus, tout ce qu'elle va véhiculer autour de l'entreprise, même si elle ne revient pas, de dire que son entreprise lui a permis de devenir ce qu'elle était. Moi, c'est ce qui a été dans mon parcours Ça, en marque professionnel très employeur, bien fort. sûr. Voilà, Si moi, on quand on me donne, dit, souvent, on a des parcours de reconversion professionnelle. Moi, ça fait 5 ans maintenant que j'ai quitté le salariat. Et je dis toujours, j'en suis là grâce à aux entreprises qui m'ont permis d'avoir tout ce dont j'avais besoin aujourd'hui pour faire ce que je fais. Donc, je ne suis pas partie en disant, j'ai d'ailleurs eu une rupture conventionnelle qui m'a permis financièrement de pouvoir me lancer. Donc, tout ça, ça participe au fait qu'après, on parle bien des entreprises qui nous ont permis d'en être là où on est aujourd'hui, même si on n'y revient pas. mm, ouais. Donc, non, je trouve que ça, c'est très important. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Quelles sont aussi une dernière question? Et après, on va poser les questions-réponses. C'est quoi pour toi aujourd'hui le rôle des ressources humaines, justement, sur ce sujet-là? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Alors déjà, poser le cadre. De manière générale, le rôle des ressources humaines, c'est de poser le cadre. Et donc, poser le cadre, ça veut dire, euh, voici ce que vous êtes en droit d'exiger de l'entreprise. Voici ce que l'entreprise exige de vous, et voici ce que vous Mhm. êtes en droit d'exiger de l'entreprise. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, le boulot des RH, c'est poser un cadre qui permette aux gens de travailler en sécurité physique, en sécurité psychologique, en toutes les formes de sécurité. Donc ça, c'est leur rôle premier. Une fois qu'ils font ça, le rôle, c'est de s'assurer que ce cadre-là fonctionne bien. Et donc, Mhm. c'est régulièrement animer les démarches pour que les gens, en fait, rentrent bien dans ce cadre-là, que les gens, en fait, aient envie de jouer le jeu du cadre, parce que si trop de gens cassent ce cadre, bah, ça le casse pour les autres. Oui. Et donc, ça ne marche plus. Et en fait, après, c'est animer, 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 animer. Donc, le rôle des RH, c'est poser le cadre, puis animer, animer, animer. Et On faire anime avec évoluer, et faire évoluer avec l'état des technologies. évaluer aussi peut-être si ça fonctionne ou si ça fonctionne moins Ah bien oui, là, pour se réadapter. c'est Mm. tenir, quand on dit tenir le cadre, c'est ça, hein. Ouais, C'est toute la logique plan, do, check, act en amélioration continue. Donc, ouais. ça, c'est indispensable. Et malheureusement, aujourd'hui, les dirigeants ne positionnent pas assez les RH dans ce rôle-là. Si je Mhm. prends par exemple la différence entre des grandes entreprises qui ont beaucoup de moyens en RH et les PME et ETI qui sont généralement en sous-effectif sur le niveau des RH et qui sont souvent relégués à des sujets assez administratifs, on ne laisse Mhm. pas assez de place et de budget au RH pour pouvoir jouer ce rôle de cadre de sécurité. Mhm. Oui, ça me paraît très intéressant, cette notion-là de remettre les RH au centre d'une fonction centrale qui est ben, la ressource humaine, L'humain carrément, ouais, comme son nom l'indique. c'est ça. Effectivement. Et moi, je Euh, n'aime pas ce terme de ressource parce qu'une ressource, on la dépense, on la brûle. Alors qu'en fait, l'humain, on doit investir dedans. oui, ça devrait changer. Oui, oui, c'est vrai qu'il y Donc, a bah, cette. de plus en plus, en fait, on parle de capital humain. Le problème de capital, c'est que ça fait penser à capitalisme. Donc, Hmm. Oui, oui, puis dans ressources, il y a le côté aussi un peu logistique. Hein, comment je vais gérer ça? Comment ça fait un peu matériel et oh, pas bah, on va vraiment. t'ajouter une ressource, tu vas pouvoir faire ce projet. Exactement. Oui, oui, ça déshumanise justement un peu cette notion-là. Et Tout à par fait. exemple, chez Michelin, qui est l'une des boîtes les plus humanistes qu'on ait en France, Mhm. il s'appelle, en fait, le DRH s'appelle directeur du personnel. Et la première fois Ah que j'ai oui. rencontré le DRH de Michelin, je lui ai dit, tiens, c'est un peu vieillot, directeur du personnel, on se croirait au 19e siècle et tout. Elle il m'a fait, détrompez-vous, jeune homme. Et il m'a dit, en fait, les gens qu'on gère sont des personnes. Les personnes ensemble, c'est le personnel. Et il Mhm. m'a dit, je ne gère pas des ressources, ni du capital, je gère des personnes. C'est beau, comme quoi. On peut avoir une idée au départ et puis ça Ouais, c'est s'avère. ça. Et en fait, c'est parce qu'en fait, ils ont retourné tellement le sujet de fois dans tous les sens Mhm. qu'ils se sont dit, en fait, personnel, c'est finalement ce qui convient le mieux à un ensemble de personnes. Et il y a des exemples de choses qui peuvent mettre en place une boîte comme Michelin dont on peut s'inspirer. Ah ben, après, c'est les moyens d'une boîte comme Michelin, mais par exemple, à Mhm. Michelin, on a le droit de démissionner pour faire autre chose et on a le droit de revenir. Mhm. Donc, on a le droit de revenir à un poste et salaire identique, par exemple.
Ah, Donc là, génial. ouais, ouais, il y a des trucs comme ça. C'est tu, enfin, t'as un budget énorme sur le sujet des formations. Donc, c'est Mhm, l'une des boîtes avec le plus gros budget formation en France, avec EDF. Donc, mais super. en fait, on ne voit pas, mais les boîtes comme EDF, La Poste, SNCF, Michelin, qui sont des enfin, qui sont des entreprises publiques ou anciennes entreprises très humanistes, en fait, Mhm. c'est des entreprises qui ont vraiment des pratiques vers lesquelles il faudrait qu'on revienne plus généralement. Bah, c'est un bon exemple et souvent, je trouve qu'on communique pas assez, ces entreprises, sur ce qu'elles peuvent faire. Moi, quand je mets des choses en place dans des grandes structures, là, récemment, j'ai formé Engie, j'ai formé l'AP2R, qui ont accepté de communiquer sur le sujet et je trouve ça génial. Moi, je les incite beaucoup, à faire ça parce que ça souvent, on peut se dire: «Oh, on parle de sujets», enfin, en plus, ça, quand on forme sur des sujets sur la santé mentale, en se disant: «Oh, c'est des sujets un peu délicats, je ne sais pas si on va en parler», et au contraire, en parler, ça montre que c'est possible, qu'il y a des choses qui peuvent être mises, ça lève le tabou, enfin, c'est moteur. Justement, quand on parlait de l'influence, on est en plein dedans. Mm. Peut-être que là, je pense que les gens vont commencer peut-être à devoir nous quitter. Si vous avez Mmh? des questions, Quelques ouais, questions? Noémie. Ouais. Mmh. Vous pouvez par Alors, le chat prendre la parole, par le micro, hein, comme vous le souhaitez. allez, on compte jusqu'à 500 et s'il n'y a pas de questions, on arrête. C'est ça. Est-ce que la communication non violente et la sophrologie sont des outils? Je ne sais pas ce que tu en penses, Noémie, je dirais définitivement oui. Oui, bien entendu. Ça fait appel à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait, et de trouver ses ressources et d'apprendre à se connaître, parce que c'est des pratiques qui permettent de s'observer aussi, regarder, et la notion des énergies, hein, très présente. Heu, Qu'est-ce que tu en penses toi, Jérémy? Bah, moi, là, j'ai pratiqué la CNV. En fait, moi, j'ai beaucoup évolué dans mes modes de communication. Je viens d'une culture plutôt rentre-dedans, très rugby, très tout ça, très direct. Et en fait, j'ai appliqué ce mode-là de communication dans l'entreprise. Et donc, en fait, ben, ça arrivait régulièrement que je rentre en conflit sur des sujets. Et comme on dit, j'avais pas peur d'aller au carton. Mmh. Et en vrai, je me suis rendu compte il y a quelques années que, d'une part, ça affectait les gens avec qui je communiquais comme ça, que en fait, ils se mettaient dans ce mode-là pour pouvoir faire face, mais que ça leur prenait beaucoup d'énergie. Et je me suis rendu Mmh. compte que moi aussi, en fait, ça me prenait beaucoup d'énergie et que j'étais pas obligé d'avoir cette posture-là. Que je pouvais simplement être comme je suis là, c'est-à-dire calme, en ne considérant pas que les gens me veulent du mal. Et la communication non violente m'a aidé à faire ce cheminement, m'a Mmh. vraiment aidé en fait à changer mon mode de communication pour comprendre en fait que ce qu'on envoie, on finit par le recevoir. Ouais, je suis très en accord avec ça. Je pense aussi qu'il y a plein de pratiques. La sophrologie peut aussi avoir enfin, toutes les pratiques qui nous permettent de poser notre corps quelque part, d'accepter à un moment donné l'immobilisme, ce qui n'est pas très commun, je trouve, aujourd'hui. On est tout le temps d'être en train de faire plein de choses, d'accepter l'inutilité. On est quand même dans notre vie toujours à essayer d'être dans des opposites, dans la dualité, alors qu'il y a un équilibre quelque part. Donc on peut être très actif, mais l'activité va avec l'inactivité si on veut trouver un équilibre sur certaines choses. Donc la sophrologie, la méditation, juste la relaxation, le yoga, enfin différentes pratiques d'autres diverses et variées peuvent nous permettre et d'avoir cette notion-là de détente et cette notion aussi de je m'observe. Comment je suis quand je suis dans cette posture de détente et d'immobilité. Est-ce que d'ailleurs, on peut constater son agitation que lorsque véritablement on se met dans ces postures de réceptivité et d'immobilisme, c'est là où on voit le mieux dans quel état on peut être. C'est comme ça qu'on apprend à se connaître, c'est comme ça qu'on apprend à s'observer aussi, à regarder ces différents personnages qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Et comme tu le disais,
peut-être à se détacher de tout ça et à ne plus s'identifier forcément à nos pensées et à prendre un pas de recul sur tout ce qui se passe. Donc oui, je pense que ça peut être des outils qui nous permettent de mieux nous connaître, ça c'est certain. Il y a eu un remerciement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On commence à avoir un peu de départ. Je pense qu'on arrive, on arrive sur la note finale. On va clôturer. Merci à tous d'être venus pour assister à ce webinaire qui a été autant intéressant pour vous que pour nous. C'était des sujets qui sont très intéressants. On nous remercie. Donc, on nous a écoutés quand même, Jérémy, c'est rassurant. Merci. S'il n'y a pas de questions. Merci à tous pour vos merci. Merci à tous. Ça fait plaisir et ça donne de l'énergie, donc on la prend volontiers. Tout à fait. Et donc, Merci on à vous dit tous. un grand merci à vous pour votre bienveillance. Bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.